C'est un peu ce que je voudrais aussi pour tout le monde, c'est que lorsqu'on franchit la porte de l'association, on s'y sente comme à la maison et puis qu'on n'ait plus envie de repartir. Ça a été mon cas quand je suis arrivée. Bonsoir, mon invitée aujourd'hui est Messine, elle a 37 ans. Après des études en communication, elle a été pendant près de 15 ans contrôleuse à bord de train. S'en est suivie une reconversion professionnelle en marketing digital. Très impliquée dans l'actualité sociale, elle rejoint en 2018 l'association Couleur Gay pour devenir la présidente fin 2022. Stéphanie Lippot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, soyez la bienvenue. Alors dans cette émission, Stéphanie, on va revenir sur votre parcours, votre personnalité, vos centres d'intérêt. Mais dans un premier temps, place à l'actu. Vous êtes donc le nouveau visage messin de la lutte LGBTQI+. En octobre 2022, vous succédez donc à Mathieu Gatipon-Bachette à la tête de Couleur Gay. C'était une évidence pour les autres, pour vous, cette nomination, une suite logique des choses? Je pense que c'était une certaine suite logique des choses quand même, puisque je suis arrivée à l'association il y a quelques années. J'ai toujours essayé, autant que je pouvais, d'être impliquée dans les actions de l'association sur plusieurs domaines. Donc c'était une suite logique pour moi personnellement déjà de prendre plus de responsabilités à l'association. Et visiblement, vu que j'ai été élue, ça semble être le cas aussi pour mes partenaires à l'association, je pense. Et l'association avait-elle besoin aussi d'un nouveau souffle, d'un nouvel élan? Oui, l'association, au fur et à mesure des années, elle a grandi. Les projets ont grandi, se sont multipliés. On voit arriver de nouvelles générations aussi, de bénévoles, de militants, de personnes qui ont besoin de nous. Donc, en effet, on ne peut pas forcément rester sur des acquis. La société change aussi, donc on a forcément besoin de s'adapter. Mathieu Gatipon-Bachette a fait un excellent travail pendant des années. Ça faisait longtemps qu'il était là. Il est aussi passé à d'autres projets. Et je pense que c'est bien pour lui et c'est bien pour l'association aussi qu'on parte sur de nouvelles lignes directrices et un souffle nouveau. Je pense que c'est le bon terme, en effet. D'une manière générale, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette association, au-delà de la lutte qu'elle mène? C'est aussi une deuxième famille? C'est une deuxième famille, c'est une deuxième maison. J'y passe énormément de temps. Je passe, j'allais dire, autant de temps avec mon équipe qu'avec mes proches. Et encore, je pourrais même dire, je pense, plus de temps qu'avec eux. On est sur beaucoup de fronts en même temps. Et en effet, le local de l'association, et c'est un peu ce que je voudrais aussi pour tout le monde, c'est que lorsqu'on franchit la porte de l'association, on s'y sente comme à la maison et puis qu'on n'ait plus envie de repartir. Ça a été mon cas quand je suis arrivée. Et justement, quand vous êtes arrivée en 2018, comment vous l'avez connue, cette association? Alors, ça fait très très longtemps que je connaissais Couleur Gay, puisque en effet, je suis une Messine, une vraie Messine. Donc, l'association a plus de 20 ans maintenant, donc j'ai toujours connu leurs actions. J'ai toujours suivi un petit peu de loin. J'avais d'autres activités qui prenaient déjà beaucoup de temps. Et puis l'actualité a fait qu'on s'est retrouvés sur une manifestation pour le 8 mars, pour le droit des femmes, que je co-organisais avec le syndicat dont je faisais partie à l'époque, Solidaire pour pas les citer. Et on avait invité l'association Couleur Gay à participer à ce rassemblement. Et pendant ce rassemblement, on a discuté et ça a été assez naturel pour moi de dire « Ok, je viens boire un café après le rassemblement ». Et puis en effet, j'ai ouvert la porte de l'association, j'ai été très très bien accueillie et on peut dire que je suis jamais repartie après ça. Donc date un peu symbolique aussi finalement d'avoir franchi la porte de l'association sur une date comme ça. Comment vous voyez maintenant la progression de cette association? Elle est installée depuis longtemps dans le paysage messin, vous l'avez dit, mais depuis que vous êtes arrivé, vous voyez une vraie évolution? C'est surtout en effet l'ère un petit peu du changement, du renouveau. Ça fait plusieurs années déjà, je vous l'ai dit, que l'association grandit en termes d'adhérents, en termes de bénévoles, en termes de projets qu'on fait. Pour n'en citer qu'un, les actions qu'on fait en milieu scolaire. L'année dernière, c'était près de 10 000 élèves qu'on a sensibilisés sur le sexisme et l'homophobie. Et par rapport aux années précédentes, ça ne fait qu'augmenter. On a commencé, alors ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça maintenant, donc on a commencé avec quelques classes et aujourd'hui c'est plusieurs classes par jour et c'est même parfois plusieurs classes simultanément, donc on a besoin de pas mal de bénévoles pour assurer tout ça. Aujourd'hui on a une salariée à l'association qui fait ça à temps plein. On a des bénévoles qui le font tous les jours en fait et donc on arrive même à faire plusieurs établissements en même temps. J'ai pas honnêtement de statistiques à vous donner clairement, mais 10 000 élèves, c'est très loin de ce qu'on aurait pu imaginer faire il y a encore quelques années sur le pôle formation et éducation. C'est une grosse partie de l'action de l'association.
Alors avant de passer à la suite, vous parlez du milieu scolaire, mais quelles sont dans les grandes lignes vos grandes ambitions à la tête de cette association maintenant que vous êtes installé depuis quelques mois? Alors moi, mon mot d'ordre, si je peux dire ça comme ça, c'est surtout la visibilité, c'est la reprise de l'espace public, pouvoir montrer aux jeunes LGBT qui arrivent derrière nous qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a des gens comme eux qui ont leur place dans la vie, dans la société de manière générale, qui peuvent faire tous les métiers comme tout à chacun, que même si aujourd'hui en effet on a encore conscience que c'est très difficile dans certaines branches sur certains sujets, mais c'est pas impossible, et leur montrer qu'on est là, qu'il y a des gens qui vivent leur orientation sexuelle, leur identité de genre de manière tout à fait comme tout à chacun en fait, hein, tout simplement. Donc moi mon mot d'ordre c'est vraiment ça. Je pense que la lutte contre les discriminations passe aussi par la visibilité, alors ça passe aussi par l'éducation, la sensibilisation évidemment, mais je pense que c'est vraiment mon mot d'ordre. Alors on va revenir bien sûr Stéphanie sur ce que vous faites avec cette association, notamment des événements organisés autour de la journée mondiale de la visibilité lesbienne du 26 avril. Mais avant, c'est la pause café. Première question, c'est la même pour tous mes invités, votre café plutôt court ou long? Pas de café pour moi. Pas de café? Ouais, pas de plutôt café thé? du tout. Plutôt thé, chocolat. Moi, je suis comme les enfants. Je prends un chocolat chaud. J'ai jamais réussi à m'y faire au café. C'est pas mon truc. Ce que vous faites quand vous ne travaillez pas, vos loisirs? Mes loisirs, je vous avoue que j'ai peu de temps maintenant pour avoir des loisirs, et qu'à quelque part, mon loisir, c'est aussi mon combat militant du quotidien. J'ai fait de l'équitation pendant longtemps. J'ai malheureusement plus beaucoup de temps pour le faire. Mon loisir en ce moment, c'est plus le travail, j'ai envie de dire. Mais quand on aime ce qu'on fait, c'est un peu pareil pour moi. Donc, Le talent insoupçonné que vous avez? je suis sur tous les fronts en même temps. Donc c'est surtout dans votre caractère? Dans mon caractère, donc talent insoupçonné. Non mais c'est surtout dans votre caractère finalement. Ouais, oui, c'est dans mon caractère. Il faut toujours que je sois occupée, toujours à faire quelque chose. J'ai toujours 3 idées d'avance, alors que je n'ai pas encore fini celle sur laquelle je suis en train de travailler ou de faire. Et justement, selon vous, quelle est la qualité qui vous a le plus aidé dans votre vie personnelle ou professionnelle? Je crois que je suis une fonceuse. Alors, ça ne veut pas dire que je ne réfléchis pas avant de faire les choses, hein. Évidemment, il y a un juste milieu, mais ouais, j'y vais. Il faut action-réaction. En général, c'est un autre mot d'ordre, pas spécifique à l'association, mais ouais, c'est ça, action-réaction chez moi. Inversement, quel défaut, selon vous, vous a le plus freiné, handicapé? Si mes proches étaient là, ils vous diraient que je suis impatiente. L'impatience. Ouais, mais je pense que ça va avec. Vous avez un exemple à nous donner ou... C'est dans le quotidien. Ça va avec le fait que ça soit action-réaction en fait. Hein. Il faut que les choses bougent tout de suite. Si on dit qu'on doit faire ça, il faut y aller maintenant, et c'est pas la peine de se poser 50 000 questions. Mais parfois, ça peut-être brusquer un peu les gens qui ont besoin de plus de temps pour poser les choses. Si vous deviez vous reconvertir dans un autre métier, qu'est-ce que vous feriez? Alors, il y a déjà eu une reconversion dans votre vie. Oui, il y a déjà eu une reconversion. C'est vrai que la communication, c'est mon truc. Mais là, on est dans l'utopie. Ouais, dans vous rêviez l'utopie. de faire peut-être étant enfant. J'aurais pu faire quelque chose globalement dans le monde des médias ou de l'art, quelque chose comme ça. J'aurais toujours un peu été. La communication, elle vient peut-être pas de trop loin non plus. J'ai pas de métier précisément, mais ça aurait été. Si quand j'étais jeune, à un moment donné, je dis que je voulais être manager d'artiste, ce genre de choses. Je pense que ça aurait pu être ça. La rencontre qui vous a le plus marqué? La rencontre qui m'a le plus marqué, j'ai fait pas mal de rencontres intéressantes. Je vais peut-être parler plutôt de la dernière qui m'a marqué. On a été partenaire d'un concert d'Aloïse Sauvage il y a quelques semaines au Gueulard à Nilvange, et j'ai eu l'occasion de rencontrer Aloïse à la fin du concert. On a pu échanger un petit peu, et au-delà de l'artiste et des goûts musicaux, j'ai trouvé que c'était quelqu'un, voilà, ses textes sont engagés, sont militants, elle véhicule un vrai message pour les personnes LGBT, notamment pour les femmes également. Et justement, sur la visibilité, on a besoin de personnes connues qui ont une exposition publique, qui parlent comme ça et qui parlent en toute sincérité. Ça a été une vraie belle rencontre. Et enfin, si vous aviez une lampe d'Aladin, quel serait votre principal vœu? Là, on peut parler d'utopie peut-être aussi, que tout se passe bien dans ce monde qui est encore difficile pour plein de personnes. C'est le cas pour les personnes LGBT, mais c'est le cas pour les femmes, pour les personnes précaires. Que peut-être tout le monde puisse avoir une belle vie, en tout cas une vie au moins correcte.
Alors Stéphanie, on va enchaîner, on va évoquer quelques instants votre parcours. Où est-ce que vous avez grandi, dans quelles conditions finalement vous avez évolué? J'ai grandi à Metz, avec ma maman et ma sœur. Mes parents sont divorcés, mais mon papa a toujours été très très présent. J'ai la chance d'avoir des parents qui s'entendent parfaitement bien malgré leur histoire terminée. Donc voilà, j'ai grandi avec ma mère, avec ma sœur, une enfance très heureuse, comme on pourrait, je pense, la souhaiter pour tout le monde. Et vous n'avez jamais voulu quitter la région finalement, et Metz? Alors, vous y êtes très attachée? Ouais, j'y suis attachée. Quand j'étais jeune, je disais toujours qu'un jour je vivrai aux États-Unis. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. C'est un pays qui vous attire? Ouais, c'est un pays qui m'attire, une culture qui m'attire. Alors bon, ils ont aussi plein de choses à revoir, hein, évidemment. L'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Mais j'y suis jamais allée pour l'instant. Mais j'irai un jour. Mais je resterai en France, je pense. Mais je ne ferme pas forcément la porte à aller ailleurs un jour. Mais là, j'ai plein de choses à faire à Metz. Donc j'y suis bien. Voilà. Alors, des études en information communication avant de bifurquer à la SNCF à 20 ans pour être contrôleuse, c'est bien ça? Quel souvenir vous gardez de ces 14 ans sur les rails? Plein de bons souvenirs, surtout par rapport à mes collègues, plus qu'au métier. Alors j'ai beaucoup aimé mon métier, c'est pas parce que j'ai changé que je n'aimais pas, mais il y a une belle cohésion avec les cheminots, et je pense que c'est ça que je garderai, c'est à ça que je pense encore aujourd'hui quand je repense à mon autre vie de cheminote. Et puis c'est là qu'a commencé vraiment mon engagement militant, puisque j'ai été responsable syndicale pendant de nombreuses années. Donc beaucoup de bons souvenirs aussi vis-à-vis de ça. Ouais, vous avez été très vite finalement impliqué dans le social. Ouais, très très rapidement. Je suis rentrée à la SNCF en 2006 et j'ai commencé mon engagement syndical 2 ans après à peu près, même un peu moins de 2 ans. Et très rapidement ça a fait boule de neige parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je fonce. Et quand je crois en quelque chose, j'y vais. Et donc j'ai adhéré, j'ai pris des responsabilités, j'étais déléguée du personnel, puis responsable régional de mon syndicat. Mais tout ça s'est fait sans réfléchir. Finalement, c'est un parcours qui s'est fait naturellement au fur et à mesure du temps. Mais ça fait aujourd'hui partie de ma vie intégrante, presque depuis toujours maintenant, j'ai envie de dire. En 2020, vous décidez de vous réorienter dans le marketing digital. Et aujourd'hui, vous êtes à votre compte. Alors expliquez-nous concrètement qu'est-ce que vous faites, avec qui vous travaillez. Alors aujourd'hui, je suis consultante en communication à mon compte, en effet. Donc je travaille avec mes clients pour développer leur stratégie sur la communication digitale, donc les réseaux sociaux, le référencement, les sites internet, ce genre de choses. Donc c'est vraiment de l'accompagnement stratégique pour mettre en place les différents outils. Voilà, j'ai d'autres projets professionnels aussi qui arrivent, puisque je lance une entreprise alors je cofonde plutôt une entreprise avec une collaboratrice avec qui j'ai longtemps travaillé sur plein de choses. Il y a également des choses militantes dans les ressources humaines pour accompagner les entreprises sur un volet social et surtout pencher sur l'inclusion, la diversité et tout ce qui est RSE, donc encore social, toujours social. Vous êtes épanouie aujourd'hui dans ce que vous faites? Complètement. Bon, c'est le principal. Je pense que mes expériences professionnelles aujourd'hui reflètent exactement qui je suis et l'engagement que j'ai eu depuis toujours. On revient maintenant sur le programme qui nous attend dans les prochains jours avec l'association Couleur Gay. On en parlait un peu tout à l'heure. Le 26 avril, c'est donc la journée de la visibilité lesbienne. Et autour de ce temps fort, vous organisez plusieurs événements toute la semaine. Toute la semaine, ouais. C'est la première fois qu'à Couleur Gay, on va consacrer une semaine complète autour de cet événement-là. Donc on va commencer, donc la journée mondiale de visibilité lesbienne, c'est le 26 avril. Donc on va commencer le 21 avril avec une soirée lecture autour de la littérature lesbienne, alors que ça soit les autrices lesbiennes, mais également les romans, les essais qui traitent de ce sujet-là, pour présenter un peu au public tout ce qui se fait et leur donner les opportunités de découvrir des choses. Le mardi soir, c'est la permanence hebdomadaire à l'association, et donc on va consacrer cette soirée-là pour parler justement de visibilité, de l'importance de la visibilité pour les personnes lesbiennes. On enchaîne le lendemain, le jour J, sur une soirée apéro cinéma, donc on est en partenariat avec le club et on va présenter un film en avant-première qui s'appelle Blue Jean. Donc tout le monde est invité à participer, à suivre nos réseaux sociaux pour voir comment ça va se dérouler. Oui, tous ces événements sont gratuits et ouverts à tous. C'est ouvert à tous. Alors évidemment, l'événement cinéma, il faudra payer son entrée au cinéma, puisqu'on a un partenariat avec Leclerc, mais on a des tarifs préférentiels pour permettre justement aux gens de pouvoir découvrir ces films et permettre l'accès au plus grand nombre en tout cas. Tout le reste est entièrement gratuit et ouvert à tout le monde. Et ensuite, le gros événement, ce sera le samedi 29 avril, puisque dans les locaux de l'association,
va recevoir Clémence Alézard, qui est une journaliste plutôt connue dans le milieu LGBT et lesbien, qui est membre de l'AJL, donc l'association des journalistes LGBT, qui vient nous présenter ses travaux autour de la question de la visibilité lesbienne, et elle a fait énormément de choses, donc ça va être très très intéressant. J'invite vraiment tout le monde à venir découvrir ça. Et donc c'est pas ouvert qu'aux lesbiennes, évidemment, c'est ouvert à tout le monde. Dans l'actu toujours, mais un peu plus lointaine, il y a la marche des fiertés le 17 juin. On connaît déjà l'horaire, la date, le lieu de rendez-vous. Au niveau d'organisation, comment? Alors, on est en pleine organisation, donc c'est bien le 17 juin. La marche partira à 15h30. Alors, ça sera place de la République, aux alentours de la place de la République. On est en train de travailler le parcours exact de cette année. On prévoit d'autres choses. On va agrandir un petit peu l'événement, puisque autour de la marche des fiertés elle-même, en fait, on va prévoir un événement sur toute l'après-midi. Donc, à partir de midi, 13h, on annoncera l'heure exacte. Ça dépend de détails techniques, en fait. Mais donc, déjà, sur la place, il y aura une buvette, de la musique, enfin, de quoi déjà commencer les festivités. Après la marche, on continuera également, puisque les festivités continueront jusqu'à 20h, toujours pour boire un verre, plaisanter, faire des connaissances et jouir de la musique. On aura des artistes qui viendront jouer sur place. Et puis ensuite, c'est rendez-vous au frigo, puisque l'After Pride, ce sera au frigo comme l'année dernière. Et on prévoit aussi pas mal de choses, mais on va garder un petit peu de suspense et de surprise pour l'événement. Mais là, on peut vraiment faire la fête toute la journée, j'ai envie de dire. Un moment convivial et engagé. Enfin, pour terminer sur Couleur Gay, on a parlé du renouvellement d'équipe tout à l'heure. Vous relancez aussi une équipe jeune, vous pouvez nous en dire plus? Oui, tout à fait. On a là des jeunes à l'association qui veulent redynamiser un petit peu cet aspect-là. Alors quand on dit jeune, c'est moins de 25 ans. Donc, je ne suis plus tout à fait concernée. Ils sont mieux placés que moi pour en parler, mais ils prévoient plein d'activités. Alors ça va tourner autour de la convivialité, évidemment. Le but, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que tout le monde puisse franchir la porte de l'association et s'y sentir bien, trouver une oreille, des gens qui leur ressemblent pour simplement passer des bons moments. Et puis il y a aussi une partie engagée, militante, évidemment, pour prévoir des projets sur les sujets qui les concernent, puisqu'on n'a pas tous les mêmes problématiques en fonction de là où on vient, déjà des âges différents. C'est sûr qu'on ne voit pas forcément la même chose quand on a 37 ans comme moi que lorsqu'on a 20 ans, qu'on est encore à l'université, qu'on démarre sa vie de jeunes adultes, de sa vie amoureuse, plein de choses comme ça. Donc on a une équipe super sympa qui est menée par Elliot, qui prévoit plein de choses vraiment. D'ailleurs, la prochaine réunion du groupe jeune, c'est ce samedi à 15h, et on m'a dit qu'ils allaient faire un blind test, donc c'est le côté un peu plus convivial, mais ça peut être une porte d'entrée à l'association aussi, et voir qu'on ne fait pas que des choses très très sérieuses, c'est aussi un espace de convivialité. On passe à la suite. Stéphanie, c'est l'heure de vous passer sur le grill. Première question, Stéphanie, selon vous, quel est le milieu le plus touché par les discriminations LGBTQI+, là où un gros travail reste à faire? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'avancées. La dernière très grosse avancée, c'est notamment l'accès à la procréation médicalement assistée et toutes les questions autour de la filiation. Aujourd'hui, il reste encore une question autour des personnes transgenres. Alors, on a avancé aussi juridiquement, puisque aujourd'hui, on peut changer d'état civil en se rendant à la mairie sans présenter forcément de papiers médicaux. Donc ça, c'est une vraie avancée, mais c'est une avancée juridique. Par contre, on se rend compte aujourd'hui que dans l'état d'esprit des gens, c'est pas forcément le cas. Il y a toujours un décalage, en fait, entre la loi et la société. Et il y a encore beaucoup de travail. Je pense que vous l'avez peut-être déjà vu ces derniers temps, c'est très médiatisé. C'est un peu le contre-pouvoir de la visibilité, c'est qu'il y a de bonnes choses et il y a beaucoup de choses compliquées qui se disent sur ces personnes-là. Donc il y a encore un gros travail de sensibilisation autour des personnes transgenres. Je pense que ça va être un gros sujet dans les semaines, les mois à venir. Est-ce qu'en 2023, vous constatez encore une montée de la haine? Ouais, alors on pourrait se dire que, et ça serait légitime de se dire qu'en 2023, on a beaucoup progressé et qu'on est plus tranquille. Alors, encore une fois, je nie pas les avancées qu'il y a pu avoir, mais j'ai l'impression quand même que sur certains points, on régresse même. Parfois, il y a beaucoup de travail, y compris sur les jeunes générations, d'où tout le travail de sensibilisation que des associations comme Couleur Gay doivent mener pour informer, expliquer, parce que c'est souvent lié à de la méconnaissance, en fait, et la méconnaissance mène à la peur, et la peur mène parfois à de la violence, alors pas forcément toujours physique, mais verbale. Donc, on a encore beaucoup de travail sur ce sujet-là.
Alors vous l'avez sûrement suivi dans les médias, Bilal Hassani qui a représenté la France à l'Eurovision en 2019 devait être en concert il y a quelques jours à Saint-Pierre-aux-Nonains, un concert qui a suscité de nombreuses réactions, qui a été annulé. Quelle est votre réaction à vous? Quelle a été votre réaction sur le coup? Nous évidemment on a condamné immédiatement tous les propos qu'on a pu entendre, lire les propos honteux, je veux dire, parce qu'on était clairement sur des propos LGBT-phobes. Puisque ce qui était clairement visé, c'est le fait que Bilal Hassani est un artiste de la communauté LGBT et pas un artiste qui fait un concert dans la basilique Saint-Pierre-aux-Nonains. Il faut quand même repréciser que la basilique est désacralisée, et ça depuis très très longtemps, puisque si je ne fais pas d'erreur, c'était 1556, donc ça date pas d'hier. Donc ce n'est plus du tout un lieu de culte, c'est clairement une salle de spectacle, d'exposition il me semble également. Donc pour moi il n'y a pas de sujet, en fait, c'est pas une église, et donc que ce soit Bilal Hassani ou n'importe qui d'autre, on peut tout à fait, d'ailleurs la liberté d'expression, la liberté artistique, c'est un droit fondamental. Donc on a évidemment condamné ça, et on regrette fortement que l'équipe de Bilal Hassani ait été obligée d'annuler ce concert, et on espère le revoir à Metz, et on voudrait qu'il sache qu'il est le bienvenu à Metz, et qu'il y a une grande partie de la population messine, je pense, qui est comme nous et serait content de pouvoir l'accueillir ici. Et enfin, selon vous, est-ce que la ville de Metz s'investit assez dans cette lutte? Oui, on a de très bons contacts avec la ville de Metz aujourd'hui, beaucoup de projets qui sont élaborés en commun. Ils nous soutiennent également pour nos actions en milieu scolaire et d'autres actions culturelles. Ils participent aussi avec nous à l'élaboration de la marche des fiertés, et mettent des choses à notre disposition. Donc ça se passe plutôt bien avec la ville de Metz. Alors il y a du travail, mais en fait ils ont du travail comme nous, on a encore du travail à faire, et on n'est pas toujours responsable de ce qui reste à faire. Mais on n'a pas de quoi se plaindre aujourd'hui à Metz. Allez, on passe rapidement à l'addition, c'est parti. On conclut, Stéphanie, par une note un peu plus légère, comme à chaque fois, un quiz, rien de bien compliqué, de toute façon, il n'y a rien à perdre. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Allez, musique de suspense, première question, facile, LGBT+, ça veut dire quoi? LGBT+, ça veut dire plein de choses. Donc LGBT, en général, les gens connaissent maintenant, c'est lesbienne, gay, bi et transgenre. Le plus, c'est la manière d'englober toutes les autres orientations sexuelles ou identités de genre, toutes les personnes qui veulent s'identifier en fait sous ce sigle LGBT, alors comme il y a beaucoup d'identités différentes, ça devient compliqué d'ajouter plein de lettres. On peut aussi, on entend parfois LGBTQI+, LGBTQ+. Moi j'aime bien rajouter le plus parce que comme ça on n'oublie personne. Alors ça inclut les personnes non binaires, les personnes queer, les personnes intersexes, asexuelles, aromantiques, on peut aller très loin. Le but c'est vraiment d'oublier personne. Réponse correcte et très complète. Deuxième question, c'est un vrai ou faux? Le drapeau arc-en-ciel a été déployé pour la première fois durant la parade de la fierté gay de San Francisco en 1978. Vrai ou faux? C'était à San Francisco, mais l'année exacte. 78 Allez, j'aurais tendance à dire vrai, mais honnêtement, sur la date exacte, je pêche peut-être un peu. C'est la bonne réponse, c'est vrai. Ce drapeau était différent des versions antérieures en raison de problèmes de production qui ont limité l'usage du rose, du turquoise et de l'indigo. Troisième question, quelle est la part de personnes LGBT ayant déclaré avoir été discriminées dans la recherche d'un emploi? 13%, 17%, 20%, c'est un peu technique. C'est un peu technique. Mais selon vous? On doit être aux alentours des 17%. Les pourcentages ne sont pas trop différents, donc il n'y a pas une grosse marge. Il faut aussi des questions difficiles, c'est 20%. C'est 20%, ouais. Alors maintenant, vous allez voir un drapeau dans les écrans. Vous allez devoir me dire à quoi il correspond. Est-ce qu'il correspond au transgenre, au gay ou au Pérou? Au Pérou. Donc, bon, voilà, vous avez bien compris que ça ne sera pas le Pérou. Alors ça, c'est le drapeau trans. C'est le drapeau transgenre. Très bonne réponse. Allez, cinquième question, on enchaîne. Elle était cadeau, celle-là. Elle était cadeau. Il y a des faciles, des moins faciles. Les descentes policières au Stonewall Inn à New York sont considérées comme le point de départ du mouvement pour la défense des droits LGBT+. Vrai ou faux? Oui, tout à fait. En tout cas, c'est le point de départ de la marche des fiertés. Enfin, de la marche des fiertés telle qu'on l'entend aujourd'hui, parce que les premières, elles ne ressemblaient pas tout à fait à ça. C'était des vraies manifestations. D'ailleurs, on a eu des manifestations silencieuses. C'était des commémorations, en fait, du fait des victimes qu'il y a eu lors des émeutes de Stonewall qui ont duré, en fait, 3 jours. Du coup, je ne sais pas si je réponds exactement à votre question. Si, c'est très bien. Je n'ai même pas besoin d'expliquer la réponse.
Sixième question, quelle est la part de personnes LGBT cachant leur orientation sexuelle en milieu professionnel? Une personne sur deux, deux personnes sur trois personnes sur quatre. On doit être sur 2 personnes sur 3. Après, je pense qu'il y a des différences en fonction de l'orientation sexuelle, puisque les femmes lesbiennes ont plus tendance à cacher leur orientation sexuelle. Alors, c'est lié à plusieurs choses, parce qu'elles sont victimes à la fois de lesbophobie et à la fois de sexisme, donc ça multiplie le risque potentiel. Allez, 2 personnes sur 3, mais... Bon, c'était pas loin, c'est une personne sur deux. Une personne sur 2. Encore une fois, ça se joue à pas grand-chose. Il y a celles qui le déclarent, il y a celles qui peut-être le disent pas non plus. Donc les statistiques dans ces choses-là sont toujours un peu compliquées entre ce qu'on ose dire et ce qu'on n'ose pas dire pour dénoncer ce genre de choses. Septième question, qu'est-ce qu'une personne intersexe? Je vous propose des propositions. Une personne ayant l'habitude d'échanger ses partenaires sexuels, une personne présentant une variation biologique de ses caractères sexuels, ou une personne ayant des relations avec des personnes des deux sexes. C'est une personne qui présente des caractères biologiques des deux sexes. Très bonne réponse. Huitième question, en 2019, combien d'universités françaises reconnaissaient le prénom d'usage aux personnes transgenres? Le nombre exact d'universités, honnêtement, je botte en touche. Allez, 5, 15 ou 35? 5, 15 ou 35. En quelle année vous m'avez dit? En 2019. En 2019. Allez, 15. Bonne réponse, 15. Neuvième question et avant-dernière, à quoi correspond ce drapeau? Encore une fois, vous allez le voir s'afficher à l'image. C'est le drapeau pansexuel. Voilà, je n'ai même pas besoin de vous donner les propositions. Bonne réponse. Et enfin, dernière question, elle est technique aussi celle-là. Quel est le pourcentage d'étudiants trans ayant déjà renoncé aux études par peur d'y subir des violences? 5, 10 ou 15%? Je dirais 15%. 15%. Ouais, et encore, je pense que, comme je vous disais, si on avait les vraies statistiques, on serait au-delà de ça. Après, il y a des facteurs qui se cumulent aussi de la vie compliquée au quotidien qui peut être dans les études suite à ces questions-là. Donc, je pense que le vrai pourcentage est bien au-delà. Félicitations Stéphanie et merci d'avoir participé à cette émission. Donc, un mot de la fin peut-être pour dire de venir à ces événements autour du 26 avril. Tout à fait. Encore une fois, la porte est ouverte à tout le monde. On veut vraiment que ça soit une deuxième maison pour tout le monde. Donc, il ne faut pas hésiter à franchir la porte, on saura vous accueillir et ça sera avec un grand plaisir. Merci encore Stéphanie Vico d'avoir été avec nous et merci à vous de nous avoir suivis depuis chez vous. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée sur Moselle TV.